Révolution digitale, épisode 82. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Nous repartons à New York à la rencontre de deux expatriés épatantes qui réconcilient vente et émotion avec un généreux zeste français. French Wink est ainsi la première plateforme dédiée à la promotion du Made in France aux États-Unis. Un magasin concept Bricks and Click original qui surfe entre vente au détail et digital et qui offre le meilleur du savoir-faire français. L'une de nos invitées a fait ses gammes dans le monde de l'art et de la culture francophone. L'autre est arrivée à New York après avoir exploré l'Asie pendant 10 ans et fondé une première entreprise. À la croisée de leur passion commune pour la mode, le design et l'artisanat, elles nous racontent leur passionnante histoire. Tribu Digital, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Claire Aubry et Méline Descamps. Salut Claire, salut Méline. Salut, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je dois vous poser la petite question de début d'émission. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Avec plaisir, on est prête. C'est parti. Bon alors c'est parti Claire et Méline, je viens vraiment donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette bio? Et avant de parler de vos projets, de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit aperçu de votre vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous? Alors, ce qu'on a en commun, à part tout ce que tu as dit avant, c'est qu'on a chacune 3 enfants. 2 filles, un garçon chacune, et qui ont à peu près le même âge, donc on a beaucoup de chance. Donc, et on est très amis dans la vie privée, donc ça aide beaucoup à faire fonctionner la vie pro aussi. On arrive à jongler les deux, donc c'est ce qui est pas évident, mais ce qui est très porteur également. Justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés à l'origine ? Alors, c'est quand je suis arrivée dans une nouvelle école publique américaine pour mes enfants. Il se trouve que le parent délégué de la classe de mes jumeaux était Méline. Et donc, on a tout de suite viré à parler professionnel plus que les enfants en question. Et on a tout de suite eu un coup de cœur, en fait, sur nos parcours respectifs. Et c'est là que tout a commencé. C'est génial ça. Mais toi, Méline, tu étais en Asie, tu es arrivée directement de l'Asie aux États-Unis, tu as passé 10 ans là-bas. Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Donc je suis partie assez jeune de France après avoir été diplômée. J'ai d'abord passé 8 ans au Japon, à Tokyo. Ensuite, un petit peu moins de 2 ans à Singapour. Et on a fait le voyage direct Singapour-New York il y a maintenant 6 ans. Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de cette expérience à l'étranger ? Écoute, moi, c'est quelque chose que je voulais dès le départ, dès petite. J'ai eu, je suis issue d'un couple mixte franco-vietnamien. Donc, le voyage, l'histoire des autres pays et la découverte est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mes parents ont été expatriés quand j'étais au lycée. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'avais en moi, que je voulais découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Et voilà, ça nous a amené, ma famille et moi, à New York, un peu par hasard. On voulait rester en Asie à la base, mais quand New York s'est présenté, on a dit go, et depuis, on est réussi depuis 6 ans. Ouais, excellent. Et toi, Claire, qu'est-ce qui t'a amené à New York alors ? Alors moi, c'est complètement l'inverse. Moi, j'étais très, très, très papa-maman.
J'ai pas bougé de ma ville natale, Nice, jusqu'à ce qu'on vienne s'installer à New York il y a 8 ans. Et en fait, c'est le rêve de mon mari, en fait, de venir vivre aux États-Unis. Ça l'a toujours été. Et il a fallu qu'on attende que je sois maman pour que je décide de passer le cap et de lui dire, allez, OK, on tente l'aventure. Donc, on est parti il y a 8 ans avec un jumeau sous chaque bras. Ils avaient 2 ans et demi à l'époque et on est venu conquérir ce fabuleux rêve américain qui fait encore beaucoup rêver, mais qui est quand même très, très difficile. Mais ça a été une magnifique aventure. Génial. Alors, on va revenir d'ailleurs sur ce rêve américain dans quelques secondes, mais est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui d'avoir fait ce choix? Non, aucun. Bon, alors justement, on va voir un peu pourquoi il n'y a aucun regret. Et voilà, parlons un peu de votre projet French Wink. Et alors, Tribu Digital, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de French Wink, de ce concept. En tout cas, si vous êtes aux États-Unis, je pense que ça vaut le coup d'écouter de quoi ça parle. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai retenu que le côté plateforme collaborative pour promouvoir le savoir-faire et le lifestyle à la française aux USA. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi ça retourne, comment vous générez vos revenus, par exemple, aussi, et en quoi consiste, ou plutôt pourquoi vous avez choisi ce business model particulier? Donc, en fait, déjà pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit aussi dans notre bio, donc au départ, c'est vrai qu'on était vraiment dans la représentation des savoir-faire français, mais petit à petit, l'expérience de terrain nous a permis de trouver un outil de développement et de représentation des marques qui peut également convenir à tout type de marque, qu'elle soit française ou non. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant et c'est ce qui fait qu'on a vraiment évolué depuis 3 ans dans le développement de French Wink. Donc, certes, on va garder ce French Wink qui est l'ADN de ce qu'on est, Miline et moi, mais on peut tout à fait justement apporter cette touche française, cette élégance française, cet amour du savoir-faire, cette convivialité et ce rapport à l'humain qu'on amène sur chacun de nos événements avec toujours bien sûr une stratégie marketing, commerciale, PR derrière, mais l'essence de French Wink, c'est vraiment ça en fait, c'est apporter justement ce qu'on appelle cette émotion à l'acte de vente. Oui, alors French Wink qui veut dire clin d'œil français, c'est ça, hein? Ouais, c'est le petit clin d'œil un peu coquin à la française. Enfin, j'imagine, c'est un peu étant belge, moi c'est un peu le cliché que j'ai du French Wink. Mais alors, on utilise beaucoup d'anglicisme ici. On va utiliser beaucoup d'anglicisme, je sens dans cette interview. Et alors, le premier que je voulais clarifier, c'est le concept brick and click. C'est quoi ça? Alors, c'est un concept dont on parle beaucoup aux États-Unis depuis quelques années. Tu sais, donc le brick, c'est la brique, dont le solide, l'immobilier, un espace physique, pignon sur rue. Et le click, c'est le click digital via généralement un e-shop. Et donc, l'idée du brick and click, c'est de lier les deux, que tu aies un magasin permanent ou pour nous, c'est plus le format pop-up store. Et donc, c'est lier l'acte d'achat physique et avoir un lien après permanent sur le digital. Donc, c'est lier les deux avec une différenciation sur le physique en ce qui nous concerne. Pour le moment, c'est justement la création d'émotions sur le physique. Quand on ouvre un pop-up, un magasin, ce qui est très important pour nous et ce qui fait partie de notre tagline, c'est Connect Retail and Emotion. C'est justement que le client n'arrive pas dans un magasin lambda, mass market, etc., mais vraiment qu'il vive une expérience et qu'il vive une émotion en rentrant dans ce magasin et avec pour but, bien sûr, qu'il y ait un acte d'achat au bout. En fait, c'est vraiment là où on a lié, si tu veux, notre expertise. Donc moi, plutôt art et muséal, et Miline, plutôt marketing, retail international, et qu'on a vraiment fusé les deux pour offrir aux marques et à leurs clients surtout une expérience de leur savoir-faire à travers des ateliers. Ça commence même dès le départ au niveau du retail design. On raconte leur histoire en fait. Et c'est ce que les Américains adorent. Et pourquoi le brick and click? C'est aussi parce qu'on est basé à New York. Donc, évidemment, tous nos événements sont centralisés sur New York pour le moment. Mais on ne veut surtout pas oublier et négliger tous nos clients e-shop qui sont, pour la grande majorité, installés dans les autres États
des États-Unis. Et donc, il est hyper important pour nous que sur chacune de nos actions, ces clients-là, s'ils aiment les produits qu'on présente, ils peuvent y avoir accès. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours du lien entre... On ne peut plus aujourd'hui se contenter de faire des actions en oubliant les clients digitales, en fait. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Wow, et on sent tout de suite que vous êtes très à l'aise avec votre sujet. Et je voulais vous demander justement, comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître? Alors, vous n'êtes pas américaine, vous êtes arrivée à New York il y a un petit temps déjà, mais quand même, c'est très récent. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître quand on est française, français ou francophone ou européen, ou pour se faire connaître quand on lance un business comme ça? Et écoute, ça prend du temps. Le premier petit noyau, c'est le réseau, la communauté française, qui est pour tous les Français expatriés, c'est vraiment le premier noyau dur. Et ensuite, on est quand même à notre... on a fait 5-6 pop-up. Donc, on commence à avoir des clients américains, francophiles et francophones qui nous suivent, qui viennent nous voir à chaque opération et pareillement sur les shops. On a des clients qui reviennent, qui commandent plusieurs fois et qui suivent nos newsletters, nos réseaux sociaux. Ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé beaucoup de communication sur ce qu'on faisait. On a eu du mal aussi, nous, les premières années, à clairement s'identifier parce qu'on a voulu faire beaucoup de choses. Et donc, il a fallu au fur et à mesure des années qu'on se spécifie dans nos actions. Et c'est vrai, quand tu parles d'économie de partage, c'est vrai qu'au début, on était vraiment dans le multimarque. Donc, essayer de permettre aux marques françaises d'être présentes comme des grosses marques aux États-Unis, mais à plusieurs, donc pour pouvoir couvrir en fait les coûts globaux de chacune des opérations. Donc ça, c'est un format multimarque qu'on continue à proposer, mais qui est très risqué financièrement pour nous, parce que ça nécessite du coup de rassembler le marque de nombre suffisant pour que l'opération tienne elle-même. Et donc, du coup, on veut toujours le faire, ce genre de choses, parce que ça nous tient à cœur. Mais pour nous, concrètement, et on parlait de revenus, ce qui est plus rentable, c'est quand on a affaire à un client, une marque qui a un projet spécifique. Du coup, on y alloue un budget spécifique et on y va. Et c'est une très belle aventure humaine également, comme on a fait pour la marque de montres Michel Herbelin juste avant les fêtes. Où donc, c'est une marque qui a été créée dans les années 40 oui. En France, et qui, pour la première fois, s'attaque au marché américain. Et l'a fait avec nous au travers d'un pop-up store. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on souhaite développer. C'est vraiment proposer à une marque une opération coup de poing sur peu de jours, mais qui maximise en fait son investissement en faisant du 360. C'est-à-dire qu'elle va à la fois faire du B2C, à la fois faire du B2B, et à la fois faire du presse et influenceur. Donc c'est vraiment, en fait, c'est au fur et à mesure de nos expériences, de nos galères, de nos échecs, qu'on a réussi à rassembler un réseau de partenaires, de prestataires de confiance qu'on peut maintenant recommander en toute transparence et en toute sérénité, et qu'on peut accompagner les marques dans toute leur stratégie, en fait, sur des événements comme ça qui va leur permettre de tester le marché américain de manière souvent affordable. Ouais, moins cher qu'en passant par des réseaux traditionnels qui sont des salons B2B ou des agences qui proposent des études de marché clients ou en amont. Nous, en fait, c'est une formule qui rassemble un peu tout, donc du B2B2C avec du marketing et de la com, à prix en effet plus raisonnable que les grosses agences ou les grosses institutions. Donc plus accessible pour des plus petites entreprises. Ouais, c'est génial. Mais comment vous faites pour trouver alors les fournisseurs français, si je puis dire? Comment vous êtes quand même basé aux États-Unis? Vous voyagez en France pour vous faites le tour des pépites ou comment? Non, écoute, tu sais, à l'heure d'Internet, maintenant, il y a plus nécessairement besoin. Bon, on parle beaucoup, on parle énormément avec les marques. Parce qu'il y a surtout avec les Français, il y a ce lien de confiance est très, très, très important. Surtout que le marché américain fait peur. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de rendez-vous et de discussions avec les marques qu'on représente, nos membres. Mais on n'a pas nécessairement le besoin d'aller régulièrement en France. On connaît les marques avec qui on a envie de travailler.
Ce qui est fabuleux, c'est que maintenant, les marques avec qui on a envie de travailler commencent à nous connaître aussi. Donc ça aussi, ça a été, c'est le fruit de toutes ces années de travail. On commence à nous contacter maintenant sans que ce soit une prospection commerciale de notre part. Donc c'est beaucoup de travail, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Non, ça c'est tout. On ne se rend pas compte. Mais oui, il y a la vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de travail. Et justement, à ce sujet-là, qu'est-ce qui, pour vous deux en tout cas, vous a le plus aidé pour faire décoller votre projet? Notre entente, je pense. Voilà, je pense qu'on a réussi à tracer un chemin commun. Et forcément, il y a des moments plus difficiles, comme dans tout chemin d'entrepreneur, mais on a réussi, grâce à notre entente, à continuer, à refixer la barre et avancer. Est-ce que vous aurez un petit conseil concret peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer aux États-Unis ou à New York, peut-être les pièges à éviter? Un petit conseil concret? Bien se préparer. Bien réfléchir, ne pas s'éparpiller. Ne pas arriver en pensant que ça va être facile et que c'est gagné parce qu'un modèle marche en France ou ailleurs, en Europe ou même en Asie, que forcément ça marchera aux États-Unis. Il faut vraiment s'adapter. La culture américaine est vraiment très différente de la nôtre, et d'ailleurs Miline est bien placée pour le savoir, puisque elle le dit souvent, elle a eu plus de mal à s'adapter à la culture américaine qu'elle a eu à s'adapter à la culture asiatique. Il y a vraiment une grosse différence dans les modes de vie, dans les modes de consommation, qui fait qu'une marque ou tout type d'entreprise a vraiment un besoin d'adaptation. Et tout expatrié vous le dira, hein, la première année, c'est vraiment une grosse claque qu'on se prend, avec une grosse remise en question, tant personnelle que professionnelle. Et donc, il faut vraiment avoir cette capacité d'adaptation, en fait, et de se dire, oui, je suis là pour... je ne peux que apprendre tous les jours, en fait. Oui. Et pas penser arriver en ayant déjà toutes les réponses. C'est pas évident, hein. Ça demande à chacun une petite introspection, mais qui est hyper enrichissante après. Non, c'est sûr, il faut toujours pouvoir faire sa due diligence. Et si vous deviez spécifier peut-être le plus grand piège ou la chose la plus importante à garder à l'esprit si on veut se lancer, ce serait quoi? Je pense que... Administrativement peut-être? Je pense que c'est très personnel. Ma réponse va être très personnelle, mais c'est pour tous ceux qui partent en famille, c'est une équipe. Au-delà du fait d'être marié, je pense que la force de la durabilité, c'est le bon terme, dans l'expatriation, c'est la force du couple et de l'équipe qui est à la maison. Parce que quelles que soient les difficultés sur le terrain professionnel, il faut qu'à la maison, il y ait une entente et une vision commune qui soit très très forte et la même. Parce que c'est quand même difficile, notamment quand on a des enfants. Le système scolaire est complètement différent. Ça demande énormément d'adaptation, même personnelle, au niveau des rôles à la maison. Et je pense vraiment que la clé d'une réussite professionnelle est aussi vraiment d'être très, très bien accompagné. Et d'autant plus dans l'entrepreneuriat, où il y a plus de risques de risques, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a plus de risques qu'en étant salarié. Donc là, il faut vraiment être soutenu, accompagné, bien entouré pour garder confiance. Clairement, et pour être très honnête, si on n'avait pas eu nos maris l'une et l'autre, on n'aurait pas pu développer Frenchune comme on l'a fait. Parce qu'il a fallu pendant que plusieurs années, on ne se finance pas, on ne se paye pas. Donc, clairement, voilà, l'entrepreneuriat nécessite dès le départ quand même un gros sacrifice pour un foyer. Donc, il faut être très solide. Voilà, être digital, c'est vraiment très important de pouvoir mettre en place une cellule de soutien, d'être bien entouré et surtout d'être bien préparé, d'analyser tout ce qui peut l'être. Et j'adore vraiment cette réponse. Et Claire, Miline, je vous propose de passer directement maintenant un peu à votre histoire derrière tout ça. Et commençons d'abord par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su, au fond de vous, que vous vouliez lancer un projet entrepreneurial? Comment ça s'est passé intérieurement? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu?
Alors, moi, je l'ai su je pense dès petite, sachant que je viens d'une famille où tout le monde est depuis plusieurs générations entrepreneurs. Donc, mon père, ma mère, séparément et ensuite tous les deux, ont toujours monté des sociétés. Mon grand-père également, mais mon oncle, enfin voilà. Donc, j'ai été vraiment depuis toute petite baignée dans ce monde d'entrepreneurs. Avec, je voyais les difficultés, les succès, les échecs. Mais du coup, la question ne s'est jamais posée pour moi. Je savais très petite que j'allais être entrepreneur. Je vendais très petite des cailloux et des bracelets sur la plage. donc voilà. Donc ça c'est pour moi c'était clair. J'ai monté en Asie une société. En venant ici, avant de rencontrer Claire, j'avais établi plusieurs business plans dans ma tête au moins. Donc voilà, c'est une question qui s'est pas posée et je le savais au fond de moi dès toute petite. Et c'est marrant parce que moi j'ai le même passif familial, c'est-à-dire j'ai toujours vu mon grand-père aussi a toujours été un gros entrepreneur, mon père également. Donc c'est vraiment aussi j'ai baigné là-dedans dans les difficultés d'avoir sa propre entreprise et ces moments d'épanouissement et de déploiement qui m'ont inspirée depuis toujours. Mais par contre, la décision s'est prise pour moi en tant que femme quand j'ai été maman, en fait. Et qu'il a fallu donc j'ai eu des jumeaux et j'ai voulu pouvoir gérer mon temps. Donc, l'entrepreneuriat a été vraiment une évidence tout au long de ma grossesse. Je voulais garder ma liberté, en fait, d'être la maman que je souhaitais être, tout en travaillant et tout en développant mon projet à côté. Donc, au lieu d'être salariée, je me suis mis à mon compte en France pour aider justement les artistes ou les collectivités territoriales à monter leurs projets culturels. Donc, ça a vraiment été pour moi un outil pour gagner ma liberté, finalement. Voilà, et Tribu Digital, vous avez ici des entrepreneurs qui ont eu dans leur famille des modèles d'entrepreneurs et qui ont vu les difficultés qui étaient derrière ce métier, qui étaient derrière ces activités, et ça ne les a pas arrêtés. Et j'aime bien que tu aies mentionné ce besoin de liberté, et c'est vrai que l'entrepreneuriat est vraiment un des outils les plus efficaces, les plus probants, même s'il y a une grande difficulté pour le mettre en œuvre, c'est ce qui revient le plus. Et Tribu Digital, je sais que c'est pour ça que vous nous écoutez, donc prenez bien note. Et Claire-Émilie, ici, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler alors de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui a été ce moment? Est-ce que vous pouvez nous le raconter et peut-être nous expliquer comment vous l'avez surmonté? Il est assez récent. On a mobilisé une trentaine de marques pour ouvrir un concept store de 400 mètres carrés au cœur du Chelsea Market pour les fêtes de Noël. C'était un projet incroyable et magnifique auquel on croyait toutes les deux très fort. Et il s'est trouvé que 1 mois et demi avant l'événement, on n'a pas réussi à rassembler assez de marques pour couvrir le budget. Et il a fallu qu'on prenne une décision qui n'a pas été facile parce qu'on n'avait pas les mêmes envies toutes les deux. Et donc, ça a été très difficile de s'accorder et de se faire confiance et de prendre une décision commune alors qu'on n'était pas d'accord. Et donc, c'est là encore la force de notre duo, c'est qui fait qu'on a surpassé ça. Mais je pense que ça a été notre plus grande difficulté à toutes les deux, de prendre la décision de reporter un projet qu'on avait mené presque à terme. Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que j'imagine ce que tu veux dire par là, c'est que il y a peut-être eu une mésentente ou un désaccord sur la stratégie à suivre. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Un désaccord, un désaccord. Un désaccord. Pas une mésentente, mais un désaccord. Ouais. Ok, donc un désaccord. Et comment est-ce que vous avez concrètement approché ce désaccord pour le régler? On s'est parlé. Oui. beaucoup. On s'est écouté. Je pense qu'on a peu dormi pendant plusieurs jours, nuits, l'une et l'autre. Et on a appris. Et on a appris énormément. énormément. Voilà. Et puis après, il y a la réalité, de la situation, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu, je suis un peu la rêveuse, on va dire. Et je fonce un peu dans le tas.
Et sans Miline, je pense que je foncerais dans les murs. Donc voilà, c'était important d'entendre raison. C'est super. Et on peut voir en tout cas que vous avez l'air de bien vous compléter. Et Tribe Digital, ce que j'aime. Voilà, on n'interviewe pas souvent des cofondateurs ou en tout cas des associés ensemble, mais on a souvent des entrepreneurs qui sont soit un ou une fondatrice, ou alors qui ont des cofondateurs mais ils ne viennent pas dans l'émission. Mais ce qu'on ne met pas souvent en avant, c'est le fait que quand on est deux, c'est pas une compétition où un associé gagne sur l'autre. Et ici, c'est les deux qui gagnent, c'est l'entreprise. Et j'aime bien le fait que vous ayez mis ça en avant. Et alors, Claire et Miline, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur, en quelques mots. Mais il est trop tôt pour te le dire, ça. On est encore dans le chemin de l'entrepreneuriat et je pense qu'on apprend tous les jours. On doit faire des choix et ce qui est un petit peu la base de l'entrepreneuriat, c'est le choix et c'est une liberté d'avoir ce choix, mais c'est aussi une grande difficulté, de faire le bon choix. Parce qu'on a personne au-dessus de nous pour nous commander, nous diriger, etc. Il faut qu'on le fasse avec notre cœur, nos tripes et notre tête. Hein. Donc les trois à la fois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu trop tôt pour répondre à cette question. Mais je compte bien vous réinviter dans 20 ans. Mais en attendant, je suis sûr de toute façon que c'est clair que vous êtes toujours dans le chemin. Mais si vous deviez conseiller à quelqu'un qui viendrait chez vous, voilà, j'ai envie de lancer un business, je suis excité, j'adore ce que vous faites. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour que je ne me plante pas tout de suite? On nous pose souvent cette question et notre réponse est toujours la même. Écoute-nous. Écoute tout ce qu'on va pouvoir te dire et tous les conseils qu'on va pouvoir te donner. Et c'est des fois pas facile à faire parce que les gens qui viennent avec des projets, cet enthousiasme, cette envie, comme on l'a pu l'être nous auparavant, souvent n'écoutent pas et se plantent ou se retrouvent confrontés à des difficultés énormes qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient fait confiance. Donc c'est vraiment trouver la bonne personne à qui faire confiance. Parce que surtout ici, on a besoin d'intermédiaires en fait pour bien comprendre le marché. Donc vraiment trouver la personne de confiance qui va pouvoir vous guider. Mais j'avais envie de dire un truc par rapport à ta question, c'est que c'est vrai que c'est par les erreurs et les difficultés qu'on apprend. Autant je ne regrette rien, autant si tu m'avais dit au départ ce par quoi on est passé, peut-être je l'aurais pas fait. Voilà, c'est exactement. C'est pas là où je voulais en venir nécessairement, mais je trouve que c'est tout à fait bien dit d'une certaine manière aussi. Et je propose qu'on en profite maintenant peut-être pour reprendre notre respiration et faire une petite pause. Et Claire et Miline, je vous emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est vous qui choisissez. Ensuite, on s'installe et je vous pose une série de questions en rafale. Vous me répondrez ensuite en allant à l'essentiel. Okay. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Cocktail. Cocktail, ok, d'accord. Ouais, mais par contre, c'est cocktail, parce qu'on a déjà eu des invités, quand je disais pause cocktail, c'était on partait en soirée disco, un cocktail à la main. Ici, la pause cocktail, c'est on va à la plage. Ça vous va aussi? Ah, parfait. Oh, écoute, super. Écoute. Je ne pouvais pas mieux tomber. Même s'il fait pas si froid que ça à New York apparemment, bon, on se retrouve quand même maintenant à la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors Claire, Miline, qu'est-ce que vous prenez? Voilà. À boire une bouteille de champagne, une bouteille, moi tout de suite, tu vois, voilà. Allez, la bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Une bouteille de champ à partager toutes les deux. Voilà, super. Alors, bouteille de champ, on est sur la plage, il fait bon. Première question, comment gérez-vous le stress et la peur? Parfois bien, parfois mal. Tout dépend pour moi de ce qui m'entoure et de ma faculté à le partager. C'est-à-dire que si je ne partage pas mes peurs et mon stress, ça fait effet boule de neige, je le garde en moi et ça explose en moi, c'est pas bon. Donc si j'arrive à le partager, ça va passer un peu plus vite. Donc j'ai tendance à bien partager, mais je prends de l'homéopathie et je travaille mes respirations. Super.
Alors, si vous deviez recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Oh là. Oh, c'est dur comme question. On aurait dû se préparer mieux. Oui, alors, oui. Inspirant. Oh là là. Comme ça, j'en ai un qui me vient, mais je sais pas pourquoi, mais c'est Le voyage de Théo. Ah oui. Oui. Donc malheureusement, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est une grand-mère qui amène son petit-fils découvrir les différentes religions dans le monde. Et je trouve que c'est magnifique pour apprendre justement les autres cultures, et du coup en apprenant des autres, on apprend énormément sur soi-même, et ça résume bien l'expatriation et ce à quoi on est confronté tous les jours. Génial. Un autre livre ou bien on reste avec Le voyage de Théo? Écoute, c'est compliqué là, j'ai pas de livre en tête là tout de suite. Le dernier livre peut-être que tu as lu? Alors on a beaucoup aimé, Oui. on a beaucoup aimé toutes les deux, donc c'est Claire qui me l'a passé, La Servante écarlate. Ah oui, tout à fait. C'est un livre qui nous a transportés et qui m'a procuré des insomnies. Donc j'ai beaucoup aimé. On a enclenché en plus sur la série. Et c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la condition de la femme, bien sûr, sur l'évolution du monde. Donc, oui, c'est le dernier livre récent qui m'est resté en tête longtemps. C'est quelque chose qui nous tient quand même pas mal à cœur. Oui. On a 4 filles à nous deux, donc automatiquement, c'est vrai que le rôle, la question du genre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais, c'est vraiment une histoire très puissante. Et d'ailleurs, le livre a déjà été mentionné dans l'émission. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui est unique. Et je recommande vraiment à tout le monde de jeter un œil, si ce n'est au livre, en tout cas à la série. C'est Tout à fait. assez eye-opening. Alors, troisième question. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide à être au top? Oui, si je mets ça, on doit chacune avoir la nôtre, je sais pas. En tout cas, sur French Week, on a toujours la même, à peu près, quand même. Oui. Le matin, on dépose nos enfants et on se rejoint au bureau. Donc, on a un super bureau coworking space Très central. Mhm. Donc là, on travaille en accéléré jusque fin d'après-midi. Et ensuite, on reprend pendant quelques heures notre casquette de maman, aller chercher les enfants, devoirs, etc. Et on reprend un peu le soir et le week-end. J'ai envie de rajouter une petite question extra, juste pour ma propre curiosité. Qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer à New York? Oh là là, c'est très dur de se relaxer à New York. Souvent, on part de New York. Oui. Je crois que c'est ça. Tu sais, à New York, je ne sais pas si tu connais, mais tu prends la voiture ou même les transports en commun, une demi-heure, tu es dans la nature. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ouais. De pouvoir sortir de la ville assez facilement et pouvoir prendre un grand bol d'air. Après, moi je sais que j'habite à côté de Central Park aussi, et c'est aussi une bouffée d'oxygène de se perdre dans Central Park et d'avoir l'impression d'être ailleurs. Et puis après, on s'accorde des pauses aussi pour aller danser, pour faire la fête, pour essayer aussi de décompresser, loin de cette deuxième casquette de maman qui est aussi bien prenante. Donc il est important de faire les deux en fait. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Tout ce qu'on fait French Week, ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on essaye de construire. En tout cas, pour ma part, c'est clairement ça. Et puis, je pense l'avenir de nos enfants aussi, qui est bien. Qu'est-ce qu'on va faire de ces petits lutins et de leur propre passion, et comment on va les accompagner? Alors, si vous pouviez changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Oula. C'est la grande question de l'émission. J'avais dit qu'on allait se relaxer au bord de la plage, mais je vois que je vous balance des questions super philosophiques. Moi, je pense que j'ajouterais de la bienveillance et du respect de l'autre chez beaucoup de personnes, chez tout le monde en fait.
de la bienveillance dans le monde. Et du respect. Et du respect, voilà. Claire, Méline, vraiment, merci. On est arrivé à la fin de l'épisode et voilà. Peut-être pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs et auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer, qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Croyez en vous, croyez en votre projet. Ouais, si vous doutez, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc il faut le reprendre, faire la paix intérieure et y retourner avec ses tripes et y aller, foncer. Voilà, tout est dit. Claire, Méline, vraiment encore merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous peut-être comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et si vous avez une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale vous écoute. Ben oui, alors donc on est un peu partout, French Wing, vous nous trouvez sur Instagram, sur Facebook, par email, vous pouvez nous écrire sur contact@frenchwing.com. On a beaucoup de choses qui arrivent en 2019, on a un multimarque qui arrive au Chelsea Market, on travaille sur un concept store dédié entièrement à l'enfant qui s'appellera donc certainement L'école est finie au mois de juin. On a pas mal de projets pour les fêtes de fin d'année également. Enfin, appelez-nous, parlez-nous de votre histoire, de votre marque et on aura plein d'idées pour la développer et l'accompagner sur son développement sur le marché. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Claire Aubry et Méline Descamps partager avec vous leurs expériences et leurs conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Claire ou bien Méline dans la barre de recherche. Vous aurez accès à leur page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Claire et Méline sur frenchwink.com. C'est donc FRENCHWINK.com, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, allez les suivre sur les réseaux sociaux, regardez un œil sur tout ce qui se prépare pour 2019, appelez-les. Claire, Méline, vraiment merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Merci François. Moi je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Très bientôt, au revoir. Voilà Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Claire et Méline. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Révolution Digitale ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!